Salut, ici Christian Maltais, votre animateur ici à la chaîne Pourquoi c'est bon, et ceci est un message concernant mon bouquin que j'ai commencé à planifier. J'ai l'intention de l'écrire au printemps essentiellement, d'avoir au moins terminé le bouquin dans le courant de l'été. Je vais pas spammer la chaîne ici avec les nouvelles sur le bouquin, c'est pas la fonction de la chaîne. J'ai commencé une chaîne YouTube spécifiquement pour faire le suivi de ce projet-là, vous verrez les liens dans la description. Pour aujourd'hui, je me permets quand même de faire une vidéo où je vous présente c'est quoi le bouquin. C'est lié avec la chaîne ici parce que mes réflexions que je rajoute aux vidéos, c'est directement lié avec ce que je propose dans le bouquin. Là, ça vient du même impératif catégorique, si vous voulez. Déjà, je vous mentionne que j'ai un GoFundMe où je vous invite à contribuer au financement, puis donc à me permettre de manger et de payer le loyer pendant que je fais ça. J'ai aussi un Patreon où vous pouvez contribuer si vous voulez contribuer à tous les mois. Une partie de ce que je vais produire dans le cadre de la rédaction du bouquin va se ramasser aussi sur le Patreon. Là, il y a donc les deux sont symbiotiques essentiellement. Puis si vous êtes abonné au Patreon, vous aurez accès au bouquin gratuitement quand il sera prêt. Le gros de ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter en gros les prémices à partir desquelles je travaille, ce que j'ai l'intention de mettre dans le bouquin. Ma prémisse, c'est que le monde va pas très bien et que beaucoup de monde est malheureux. Hein? Peut-être que vous avez remarqué la même chose que moi. Comme vous tous, sûrement, j'ai eu mes défis dans la vie. Dans mon cas à moi, puis je pense que dans le cas de beaucoup de monde, c'est directement lié, qu'on en soit conscient ou pas, à des traumatismes. OK. Puis par rapport au traumatisme, on a toute une idée de ce que c'est, le traumatisme, parce que dans la culture, c'est très présent, le concept de traumatisme. Mais ce que c'est réellement, on le sait médicalement, scientifiquement depuis pas si longtemps que ça, en vérité, ben c'est ça, c'est une série de phénomènes physiologiques. Bon, il y a un lien direct entre ça et les histoires qu'on se raconte. Puis ultimement, j'en suis venu aux conclusions suivantes. On est prisonnier des histoires qu'on se raconte. Je le dis souvent, c'est ça. On est prisonnier des histoires qu'on se raconte. Ces histoires sont aussi bien individuelles que collectives. Presque toutes ces histoires sont elles-mêmes composées d'autres histoires interreliées et la plupart sont inconscientes. C'est pour ça qu'on est prisonnier de ces histoires-là, parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de se les raconter. Donc l'objectif du bouquin, de ma fameuse méthode des trames narratives que je suis en train de mettre en place avec tout ce travail-là, mon objectif c'est de voir ces histoires-là, de voir nos histoires inconscientes pour pouvoir s'en libérer. C'est la raison pour laquelle c'est aussi intéressant de regarder les histoires de fiction. Puis moi, je prends la science-fiction parce que j'aime ça. Je les regarderai de toute façon, les films. Donc, le moyen, c'est de prendre une histoire et de nous poser une série de questions qui vont nous permettre d'identifier les éléments inconscients, ce qui est implicite, ce qui est pris pour acquis, ce qui est dans le non-dit. Je mentionne ici qu'il y a toute une série de rapprochements avec autant ce que Jung appelle le phénomène d'individuation. Ce que je présente ici a l'air d'être différent de ce dont lui parle, mais à mon avis, en fait, les deux vont ensemble, à mon avis. Puis, il y a aussi un lien avec la fameuse question de l'éveil. L'éveil spirituel. Il y a toute une section dans le bouquin où je vais rentrer plus dans le détail de ce que je veux dire par là, mais ultimement, ces histoires-là recouvrent beaucoup de questions extrêmement fondamentales que, justement, on prend pour acquis. Toute une partie du bouquin va expliquer, c'est ça, ce sur quoi je me base, pourquoi je pense ça, qu'est-ce que je veux dire par là. Il y a l'explication du traumatisme, toute la partie physiologique. Là, je me base sur le travail de Peter Levine, par exemple, ou Gabor Maté, ces genres de gens-là. Mais il y a toute une section aussi où est-ce que j'ai l'intention de parler de ce dont on va plus parler maintenant, qui est comment les histoires fonctionnent. Alors, les éléments implicites d'une histoire de fiction ne sortent pas de nulle part. Ils viennent d'une personne qui fait partie d'un groupe, d'une famille, d'une culture, d'une classe sociale, d'une civilisation. À tous ces niveaux, on trouve des histoires qui s'enchevêtrent. Les histoires quotidiennes, personnelles et culturelles. Et ce que j'appelle histoire quotidienne ici, c'est par opposition aux histoires de fiction.
Donc, La Guerre des Étoiles, c'est une histoire de fiction, mais George Lucas, il se raconte un paquet d'histoires. C'est un être humain, il n'y a pas le choix. Là, okay? Donc, ça serait les histoires quotidiennes, si on veut, les histoires personnelles, culturelles, etc. Mais comme on peut le voir facilement, il n'y a pas vraiment de séparation ultimement entre l'un et l'autre. Okay? Quand on commence à rentrer dans une histoire de fiction, à un moment donné, assez rapidement, on va commencer à taper dans les histoires culturelles qui sont prises pour acquis, dans les histoires individuelles que la personne se raconte, des histoires de famille. Il y a clairement tout un lien avec la famille de George Lucas là, dans La Guerre des Étoiles. Tout ça fait partie de la trame, si on veut. Ces histoires, tant qu'elles demeurent inconscientes, sont au cœur de nos problèmes. Si je regarde une histoire, je peux partager l'histoire en 4 niveaux. Le premier niveau, c'est l'histoire explicite. Okay? La Guerre des Étoiles. Luke Skywalker part à l'aventure sauver la princesse Leia. Okay? Ça, c'est une version. Okay? Mais, il y a des Jedi, il y a des épées laser. Premier niveau, il y a des vaisseaux spatiaux. Ça, c'est ce que j'appelle le niveau 0, en fait. Là, okay? Parce qu'à beaucoup de points de vue, c'est le moins important, en fait. Le niveau 1, c'est les éléments narratifs, mais implicites. Okay? Ce qui est laissé à l'imagination. Par exemple, dans La Guerre des Étoiles, le premier Jedi, personne ne connaît son nom. Ça, il te laisse l'imaginer, c'est pas vraiment super important. Mais il y a aussi, dans ce qui est implicite, ce qui est implicite, c'est que les Jedi sont nobles et bons. C'est remis en question dans les prequels. Puis ça, c'est en vérité assez intéressant, finalement, ce qu'il a fait avec ça. Si c'est délibéré, je veux croire que c'est... c'est ça, mais certainement, Obi-Wan, dans l'épisode 4, là, dans le premier film, celui de 76-77, clairement, quand il en parle, les Jedi sont vertueux, nobles, remplis de belles qualités. Fait qu'il fait pas tout un discours là-dessus, mais c'est implicite. C'est juste parce que c'est Alec Guinness qui nous l'explique, c'est implicite que les Jedi sont bel et bien bons, n'est-ce pas? Donc, voilà, ce genre de truc-là. Mais ce qui est implicite aussi, c'est qu'il y a clairement une forme d'économie. Puis là, déjà, dans pas longtemps, quand on parle d'économie, forcément, ça va nous amener à des questions d'a priori culturelles, parce que c'est pas neutre du tout, la question d'économie. Justement, niveau 2, éléments personnels culturels. Ça fait que si je pars de cette question-là culturelle, on pourrait se dire, qu'est-ce qui est encore plus, un autre niveau qui est pris pour acquis dans l'histoire, qui est à ce moment-là, au niveau 2 et culturel, c'est comment l'économie est-elle pensée. Parce qu'encore une fois, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui structurent non seulement le récit qui m'est montré, mais le récit que moi, je me raconte. Ça fait partie des histoires dans lesquelles moi je baigne. Puis si le film que je regarde est un produit d'une culture dont je ne comprends à peu près rien, mettons comme War Gods, là, mon film thaïlandais où est-ce que Guan Yu affronte des Martiens, c'est ça, ou même des films soviétiques des fois, un film roumain, à ce moment-là, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que je peux comprendre dans l'écart de ce que le film prend pour acquis, puis que moi, je suis même pas capable de comprendre, finalement. Mais plus souvent qu'autrement, on a affaire à un récit où ce qu'on va découvrir, c'est le lien entre ce que le film prend pour acquis et ce que moi, je prends pour acquis. Dans La Guerre des Étoiles, encore une fois, dans l'épisode 4, ils vont dans un bar, la fameuse cantine. C'est très, très cool, évidemment. Puis, il y a un bar, donc c'est un commerce, il y a de l'argent. Han Solo se fait engager, il se fait payer, c'est un contrebandier. Han Solo, on sait qu'il y a des dettes à Jabba, c'est mentionné même dans l'épisode 4. Donc, tout ça, c'est en lien avec des questions économiques dans le sens où nous, on l'entend en général. Il y a de l'argent, etc. Puis, pourquoi est-ce que je mentionne l'économie comme nous, on l'entend? Parce que c'est une histoire, l'économie, que nous, ce qu'on pense comme étant l'économie, avec l'économie de marché, les transactions commerciales, la compétition, tout ça, nous, on pense ça pour acquis comme étant une loi de la nature universelle. Parce que c'est l'histoire que nous, on raconte. Vous voyez, là, en creusant dans une direction, alors, éventuellement, on commence à avoir des pistes de réflexion profondes sur comment est-ce que ma manière de voir le monde est structurée par des idées que je prends pour acquis, des récits que je prends pour acquis. Parce que Han Solo est contrebandier,
Ça veut dire qu'on est dans un univers où les gens achètent des marchandises, mais il y a un contrôle légal, ici par l'Empire, n'est-ce pas? Il y a un contrôle légal qui fait que certaines marchandises sont illégales. Toutes ces directions-là, c'est des pistes de réflexion. T'sais. C'est clairement pas la même économie que l'économie dans Star Trek, par exemple. On a dépassé dans l'univers de Star Trek l'idée de compétition puis d'économie de marché. Okay? C'est plus du tout comme ça. Les gens sont à bord de l'entreprise pas pour avoir un cachet, mais par amour de la science, comme M. Spock, ou de l'ingénierie. Ils sont là parce qu'ils veulent être là. Encore une fois, il y a des tonnes de pistes. Okay? Puis ça, c'est juste en regardant les questions économiques. Puis les questions économiques, évidemment, c'est assez au cœur de comment la société moderne donne un sens à ce qu'elle fait. Pas tant l'économie en tant que telle que l'histoire qu'elle raconte sur ce que c'est l'économie et qu'est-ce que ça veut dire avoir une économie. Okay? Parce que tout ça, je vous vends un punch, tout ça, c'est narratif. Il n'y a rien de ça qui est détaché d'une volonté de raconter une histoire. T'sais, on peut faire la même chose pour les enjeux moraux, le bien, le mal, questions sexuelles, les tabous, comment la jeunesse ou la vieillesse est abordée. Ok, la guerre d'étoiles est basée sur des films japonais, mais dans la culture japonaise, le rapport entre les jeunes et les aînés n'est pas le même qu'en Occident. Okay, donc, quel genre de pistes ça peut nous ouvrir, encore une fois, pour voir qu'est-ce que moi je prends pour acquis, finalement. Okay? Même chose, les relations entre les hommes et les femmes. Okay? L'exercice du pouvoir, la prison, comment est-ce que l'ethnicité, les groupes ethniques sont, tu sais, dans la guerre des étoiles, il y a les Jawa. Ben, clairement, les Jawa, c'est notre culture, ils ont une propre langue, ils sont plus ou moins incompréhensible, mais on voit, tu sais, je veux dire, là, je vais couper court, mais vous voyez que ça peut aller vraiment profond, parce que toujours au niveau narratif, qu'est-ce qui est pris pour acquis? Ben, il y a la question de religion. Les questions spirituelles, c'est intéressant parce que toute la guerre des étoiles, toute la saga est infusée du début à la fin de ce qui semble être une forme de taoïsme avec la force qui est partout, qui nous infuse, là, le discours de Yoda, que aussi beaucoup de phrases qui sont finalement des concepts de loi de l'attraction. Hein? Quand Qui-Gon Jinn, là, dans l'épisode 1, il dit « Souviens-toi, là, ton attention détermine ta réalité », il n'a pas mis ça pour rien. Le Jediisme, en fait, quand on regarde ça, c'est, si on lit des bouquins de loi de l'attraction, moi j'en ai lu pas mal, là, honnêtement, les rapprochements sont assez faciles à faire avec les enseignements Yoda, finalement. Tout ça, c'est niveau 2, puis là, j'ai juste à peine égratigné la surface. Mais, OK, le niveau 3, qu'est-ce qui est dans le non-dit? Bon. Ben, le niveau 3, c'est, on n'est plus dans le narratif, on est dans les éléments existentiels du récit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a au moins 3 choses que toutes les histoires prennent pour acquis. La première, c'est on sait c'est quoi un être humain. La deuxième, plus profonde que ça encore, c'est on sait c'est quoi l'existence. Puis encore plus profondément que ça, on sait c'est quoi la conscience qui permet à l'être humain de savoir qu'il existe. Ce qui est implicite dans la guerre des étoiles, c'est que le libre arbitre existe. T'sais, quand ils sont dans un faucon millénaire, là, puis on a leur discussion sur la force, puis les pistolets laser, puis les sabres laser, puis tout ça, c'est clairement tous des individus avec leur notion de ce qui est vrai, puis ce qui n'est pas vrai, puis leur libre arbitre. Bon, ben, le libre arbitre, comment est-ce qu'on sait que c'est vrai? Puis c'est ça, quand on commence à aller dans cette direction-là, puis éventuellement, peu importe le film que vous allez regarder, vous allez toujours, si vous vous posez la question, OK, qu'est-ce qui est pris pour acquis? Bien, éventuellement, qu'est-ce qui est pris pour acquis? Ça revient toujours à ça. Je prends pour acquis que je sais qu'est-ce que c'est un être humain, qu'est-ce que c'est l'existence, juste pas le but de l'existence, le fait que quelque chose existe. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, la fameuse question. Puis c'est ça, je prends pour acquis la conscience. Là, okay. Puis rien de ça, on sait ce que c'est. Ou disons que notre certitude rassurée par rapport à ce que sont ces choses-là cache, à mon avis, énormément d'incertitude et donc d'insécurité, qui est ultimement la raison pour laquelle on ne veut pas en parler. Puis il faut se la poser.
parce que si on se la pose pas, on n'est pas en relation, par exemple, avec l'existence elle-même, on est en relation avec l'histoire qu'il y a par-dessus, que nous, on se raconte. Puis c'est pas la même chose, là. Okay. Puis cette histoire-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Si on part du principe que, par exemple, moi, j'ai un traumatisme, okay. On se raconte un paquet d'histoires sur ce que c'est le traumatisme, puis on se raconte des histoires parce que on se doute bien que ça a une importance dans nos vies, mais ça ne veut pas dire que l'histoire qu'on en raconte est le meilleur moyen pour nous de comprendre et ou de guérir ce traumatisme-là. C'est pas parce qu'on a un récit qui dit « je vais guérir votre traumatisme » que ce récit-là permet réellement de guérir un traumatisme. C'est pas une garantie, là. Okay. Donc, c'est ça. Un traumatisme refoulé cherche à remonter à la surface pour être guéri. Fondamentalement, un traumatisme, c'est une réaction du système nerveux à une situation où il perçoit un danger. Okay? Puis, normalement, il n'y a pas de traumatisme. Okay? Il y a une situation dangereuse, le système nerveux perçoit un danger, puis il va nous mettre dans un état où est-ce qu'on va soit se battre contre le danger, soit fuir le danger. Puis si ni l'un ni l'autre n'est possible, il tombe en état d'effondrement. Puis le corps s'affaisse, puis on est comme dans une sorte de... C'est quasiment comme de la morphine naturelle. Là, okay? C'est comme quand la gazelle va se faire manger par le lion, là, okay? Elle est dans cet état-là. Okay? Parce que ça y fait moins mal. Puis parce que aussi, dans la nature, des fois, le lion, il mange pas la gazelle tout de suite, puis s'il est distrait, la gazelle, elle se réveille, okay? Son système nerveux revient en mode combat-fuite, puis elle dit « Ah, OK, fuite », puis là, la gazelle se sauve, puis là, le lion, épuisé par sa course, il laisse se sauver. Okay? Mauvais jour pour le lion, bonne journée pour la gazelle. Le traumatisme, ce qui arrive, c'est qu'on reste dans l'état d'affaissement. C'est ça que c'est, en fait. Okay? Fait que le système nerveux est... On pense qu'on est calme, mais en fait, on est en état de panique totale, recouvert par nos endorphines, ou je ne sais pas c'est quoi chimiquement, je ne me rappelle pas. C'est ça, notre système nerveux est encore convaincu que la menace est toujours là, fait qu'il nous maintient en état de « le lion va nous manger », mais on croit qu'on est bien parce que la propriété physiologique, la conséquence physiologique de l'état d'affaissement, c'est d'être, entre guillemets, bien. En même temps, on le sait qu'on panique totalement, puis on le sait, là, okay? Parce que notre système est encore en train de nous dire, là, il y a une menace, il faut faire comme ça. Le système nerveux n'est pas fait pour être en état de panique totale pendant des décennies, là. Pourquoi est-ce qu'on reste en état de traumatisme dans le cas des êtres humains? Parce que, apparemment, c'est parce que notre cerveau est très complexe, puis la connexion là, qui fait que l'affaissement est supposé débarquer, il y a quelque chose là, il y a une raison biologique, là, apparemment. Ce qui se produit pour nous, c'est que on perçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas c'est quoi parce qu'à cause de l'affaissement et de notre morphine naturelle, ça fait qu'on est à la fois en état de calme, mais de panique totale et absolue. Fait qu'on sait pas que ce qu'on ressent, en fait, c'est de la panique. Ça fait que le traumatisme refoulé cherche à remonter à la surface pour être guéri. Mais mon corps perçoit cette émergence du refoulé comme une menace. Si le refoulé, la sensation qui remonte, ce n'est pas pour rien. Hein? Puis on sous-estime dramatiquement là, l'intensité de ces sensations. À moins de l'avoir vécu, le travail là, de débloquer ça, c'est inconcevable. C'est à de nombreux ordres de grandeur de ce qu'on peut imaginer. Puis incidemment, c'est l'affaire qui nous rend malade à 50-60 ans. Là. Beaucoup des maladies soi-disant de vieillesse ou des trucs comme ça, là, c'est de là que ça vient. Mais une question pour un autre jour. Ce que moi je mets de l'avant ici, c'est que nos histoires servent à gérer tout ça. Une partie de nos histoires cherche à aider le processus d'émergence et de guérison. Mais une autre partie cherche à maintenir le refoulement pour nous protéger. C'est là qu'on dit qu'on a une histoire qui cherche à découvrir, puis une autre qui cherche à recouvrir. Puis une même histoire fait souvent les deux en même temps. C'est parce qu'une histoire est elle-même composée d'autres histoires qui peuvent jouer des rôles contradictoires. Puis cette contradiction-là crée un inconfort qui,
encore une fois, tout le monde ensemble, est géré par des histoires, est géré de manière narrative. Tout ça, encore une fois, le but du bouquin, c'est ça, c'est de présenter tout ça avec des outils qu'on peut utiliser pour se retrouver là-dedans. Des outils que moi, j'utilise, voyez-vous, c'est là l'affaire. Là. Les histoires qui refoulent, les histoires qui défoulent, les contradictions, les traumatismes, toutes ces affaires-là, c'est dans nos histoires, c'est inconscient, fait que c'est pas surprenant qu'on soit mélangé. Parce qu'en plus, des traumatismes, on n'a pas rien qu'un. D'où l'intérêt de mieux comprendre toutes ces histoires, comment elles fonctionnent et pourquoi on choisit de les croire. Ce qui nous permet de faire d'autres choix, de choisir d'autres histoires. Il faut toujours revenir au corps. Le traumatisme vit dans le corps. Tant que le traumatisme n'est pas guéri, il va chercher notre attention. Notre attention détermine notre réalité. C'est ce que Qui-Gon Jinn disait. C'est la loi d'attraction, c'est ça. Que vous le preniez dans le sens New Age ou rationnel ou matérialiste ou peu importe. Le fait est que quand on est traumatisé, on revit continuellement ce qu'on a vécu. Ah, puis je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que j'en fais tout le temps la même affaire? Ben voilà. Puis après ça, ben, dans le bouquin, il y a deux grands types de questions que je mets de l'avant. Question 1, ce que je vois dans l'histoire, qu'est-ce qui est pris pour acquis, qu'est-ce qui cherche à s'exprimer. Et des fois, c'est des traumatismes, mais des fois, c'est pas ça pantoute. Il n'y a pas rien que le traumatisme dans la vie non plus, là, c'est ça l'idée aussi. Là, bon, qu'est-ce qui cherche à s'exprimer? Est-ce que je peux voir un refoulement possible à l'œuvre? Voilà, donc c'est ça. Ça, c'est les questions 1. Il y en aura sûrement d'autres, là, mais bon. Et les questions 2, c'est plus par rapport à moi-même, à ma relation à l'histoire. Okay? OK, si je regarde l'histoire, est-ce que c'est vrai? OK, si quelque chose est pris pour acquis dans l'histoire, par exemple, l'économie, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est 100% certain? Comme, mettons, la colère, c'est mal. Dans la Guerre des Étoiles, c'est ça. Là, la colère mène à la douleur. Ben, c'est ça. Est-ce que c'est vrai? Ça a l'air vrai, OK, mais est-ce que c'est 100% certain? Puis si on commence à regarder, on va voir que non. Est-ce que c'est un jugement de valeur? Est-ce que c'est une croyance? Ben, plutôt, moi, je dirais, parce que la colère, c'est une émotion. Puis c'est une émotion qu'on ressent quand on est confronté à une menace. C'est une réaction physiologique, la colère, là, avant d'être une émotion. Dire que c'est purement maléfique, OK, ben, ce jugement de valeur-là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le réseau d'histoire? C'est une histoire, la colère, c'est mal. Puis là, on se repose les mêmes questions, on va dans cette direction-là. Et ça, c'est un travail individuel. L'idée du bouquin, c'est de vous donner des outils pour que, si ça vous tente, vous puissiez le faire pour vous, là. C'est ça l'idée. Puis, dernière affaire, mes questions, deuxième niveau de questions, là, par rapport à moi puis mon histoire, c'est est-ce que je suis de bonne foi? Parce que quand j'ai mes questions que je me pose, puis j'ai mes réponses qui viennent, est-ce que je suis de bonne foi? Quand je parle, est-ce que ce qui est présenté est vrai, la colère, c'est mal? Puis, moi, honnêtement, on parle beaucoup d'objectivité, puis moi, je n'y crois pas tellement. Parce que je pense que c'est une histoire, puis je pense que c'est une histoire qui est utilisée par ce qu'on va dire, le pouvoir, essentiellement. Version très, très courte. Là. Mais la bonne foi, c'est ça. L'objectivité, ça dépend de la croyance en une vérité extérieure à soi. Une vérité absolue. Cette vérité-là, elle est peut-être qu'elle existe, mais l'objectivité repose sur le principe, en bonne partie, que il y a une autorité extérieure à moi qui la connaît, en quelque part. Quand on commence à regarder, en tout cas à mon avis, quand justement on se pose mes genres de questions, là, un peu, là, mon impression à moi, c'est que ça repose finalement sur une autorité extérieure. Tandis que la bonne foi repose uniquement sur qu'est-ce que mon fort intérieur, mon corps, mon cœur, ma conscience, qu'est-ce que tout mon être me dit par rapport à est-ce que c'est vrai ou si c'est pas vrai. Okay? Puis elle me dit pas que j'ai la certitude absolue d'avoir trouvé la vérité. Ce qui m'empêche d'en faire un objet de pouvoir avec lequel je peux manipuler les gens. Okay? Mais elle me dit à moi-même que je suis confiant que ça me rapproche de l'équilibre intérieur que je cherche à atteindre, juste à mon état de bien. T'sais, voyez-vous ce que je veux dire? C'est ma boussole intérieure. T'sais. Je me demande qu'est-ce qui arriverait si on remplaçait dans la conversation la notion d'objectivité
par la notion de bonne foi, qui ultimement est un engagement de soi-même à soi-même. Ça, je crois que c'est pas une histoire. Ça, je crois que c'est vrai. Voilà ce que j'ai l'intention de mettre dans mon bouquin. Encore une fois, si vous avez écouté tout ça, je vous remercie, je vous félicite honnêtement. Puis je vous encourage évidemment à contribuer généreusement à mon GoFundMe. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous trouvez ça intéressant. On se revoit bientôt pour mes vidéos sur les films de science-fiction. Puis portez-vous bien, puis merci beaucoup. La vie est belle.